Chers collègues, chers amis, bonjour. Nous voici réunis pour les rencontres algériennes de pédiatrie ambulatoire de la société ESPRO pour la session vaccinologie, une session soutenue par les laboratoires Sanofi Pasteur que nous remercions puisqu'ils nous donnent l'occasion de nous réunir aujourd'hui pour la région Sétif pour parler d'un sujet d'actualité important sous l'angle de la vaccination en pratique quotidienne. La vaccination est un pilier important de la santé publique, c'est un élément qui est inscrit en Algérie depuis fort longtemps et qu'il faut absolument maintenir. Et pour un petit peu élaborer et dérouler cette session de vaccinologie, nous allons d'abord faire une introduction pour situer l'ampleur de l'importance de la vaccination et du respect du calendrier de vaccination pédiatrique, et nous parlons donc de vaccinologie en pédiatrie, puis une deuxième, que je ferai moi, l'introduction, une deuxième présentation qui sera faite par le professeur Boukari, qui va parler des effets indésirables liés à la vaccination, comment les reconnaître, comment se comporter, quelle attitude avoir, et enfin le troisième volet tout aussi pratique que présentera le docteur Boudjeli, qui parlera du retard vaccinal, comment se comporter vis-à-vis d'un retard vaccinal. Donc sans plus tarder, nous allons commencer la première session concernant l'introduction de la session vaccinologie. Chers amis, rebonjour. En guise d'introduction, nous allons aborder cette session vaccinologie en pratique quotidienne pour définir déjà que la vaccination s'inscrit depuis les années 70 sous un concept qui est né, qui est la vaccinologie, qui intègre à la fois les stratégies de vaccination qui sont basées sur l'épidémiologie des maladies, leur impact sur la santé et l'économie, mais également les problèmes logistiques, la chaîne du froid, la sécurité des injections, et tout cela est fonction des conditions locales de la mise en œuvre des vaccinations. Et on voit que tous ces points sont liés, puisque quand il y a un élément qui fait défaut, toute la stratégie peut être mise à mal et il peut y avoir des conséquences parfois importantes en termes de reprise des maladies infectieuses. Le calendrier que vous voyez, c'est celui que l'on connaît tous, puisqu'il est de l'arrêté 2014, mis en application en 2016, et aujourd'hui, en janvier 2021, nous avons un recul de 4 ans et 9 mois. Donc on va bientôt avoir 5 ans de recul sur ce calendrier vaccination que nous n'allons pas détailler, puisqu'il est connu de tous. Ce calendrier comporte les vaccinations obligatoires contre les maladies diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, sous forme de vaccin oral et vaccin injectable, le BCG, l'hépatite B, l'hémophilus influenzae de type B, le vaccin combiné rougeole, auréon, rubéole et la vaccination contre les infections pneumococciques, le PCV 13. Donc nous avons 11 maladies et 12 vaccins puisque le VPO se décline sous 2 formes. Mais en Algérie, à côté de ces vaccinations obligatoires qui font l'objet d'un arrêté et donc d'un journal officiel, nous avons également des vaccinations recommandées et actuellement, au-delà de la grippe et de la fièvre jaune lors des voyages, on voit bien que la vaccination contre la Covid-19 est une vaccination qui commence là en Algérie, qui concerne la planète entière, mais l'Algérie n'est pas en reste du monde entier. Et cette vaccination contre la Covid, nous en dirons juste 2 mots concernant l'enfant. Alors ces vaccinations-là, leur but, c'est de s'inscrire dans un programme qui est un calendrier. Le calendrier de vaccination est une disposition de santé publique propre à chaque pays, qui dépend des objectifs qu'on se fixe, des données de la maladie dans le pays, et c'est pour cela que le calendrier de vaccination d'un pays ne peut pas être transposé à un autre pays, on ne peut pas les comparer parce qu'il répond à des caractéristiques locales. Quel est l'impact des vaccinations? On voit à travers ces données du Red Book américain
Sur la colonne de droite, les différentes maladies, on ne parle pas de la variole qui a été éradiquée, mais la diphtérie, la rougeole, les oreillons, la coqueluche et toutes les maladies, le pourcentage de dégression et donc de diminution du nombre de cas quand le calendrier de vaccination est respecté. Donc on a des baisses qui sont importantes, mais cette baisse, elle est liée au respect du calendrier de vaccination. Alors, pourquoi les vaccinations et quel est leur lien? Quel lien ils ont avec les maladies qu'ils préviennent? Quand on est dans le cadre d'une maladie, il y a un pathogène qui rentre dans l'organisme qui peut soit donner une infection inapparente, soit une maladie avec des symptômes cliniques par le biais directement de l'agent pathogène ou via des toxines pour induire une réponse immunitaire et au terme, après cette agression par un agent pathogène, il y a, s'il n'y a pas de décès, la guérison assortie d'une protection, donc d'une mémoire immunitaire. Le vaccin, eh bien, c'est un agent pathogène mais qui a été préparé dans un laboratoire et qui donc garde le caractère humain et donc la capacité de développer des anticorps sans passer par les manifestations cliniques et aboutir à la protection. Donc finalement, le vaccin reproduit de façon inapparente ce que la maladie fait avec tous les bénéfices que l'on a en termes de vie sauvée, en termes de handicap diminué et en termes de coût pour la santé quand il y a une prise en charge de la maladie. Actuellement, il est intéressant, pour diminuer le nombre de passages des enfants dans les centres de vaccination, d'administrer les vaccins en même temps. Donc ce sont des vaccins qui seront dits combinés, c'est-à-dire qu'on va trouver dans une même seringue 2 antigènes, 3 antigènes, 4 antigènes et jusqu'à 6 antigènes. Et le fait d'associer ces antigènes, évidemment la question qui se pose, est-ce que le système immunitaire d'un enfant, et on commence les vaccins combinés dans notre calendrier à l'âge de 2 mois, est capable de répondre à autant de sollicitations par des antigènes? Évidemment, les vaccins combinés ont l'avantage de diminuer les déplacements, mais surtout les coûts d'administration, la possibilité de suivre, de diminuer les dépenses en matériel et de diminuer aussi le nombre de personnes qui ont la charge des vaccinations. Donc c'est une option qui est intéressante quand on veut améliorer la couverture vaccinale. Au lieu de faire passer un enfant 4 fois, on le fait passer qu'une fois pour la même couverture, les mêmes antigènes. C'est rentable. Alors, est-ce qu'il y a saturation du système immunitaire? Eh bien, si on reprend qu'un vaccin, c'est 100 antigènes et 1000 épitopes, à l'instant T, l'organisme de tout enfant, dès qu'il est capable de réagir à la vaccination, donc dès l'âge de 1 mois et demi, 2 mois, il peut répondre à 10 000 vaccins. Donc si on fait 10 vaccins, qu'on les administre de façon simultanée au même moment, on aura sollicité que 1/1000 des lymphocytes que l'organisme est capable de mettre en place. Donc les vaccins combinés sont une option intéressante, sans saturation du système immunitaire, et c'est l'objectif que tout programme de vaccination doit se fixer pour augmenter le taux de couverture vaccinale. Alors, induire une réponse immunitaire doit répondre à quelques caractéristiques. D'abord l'antigène. Il faut qu'il soit capable de produire des anticorps en intrinsèque. Donc il faut qu'il soit reconnu par les cellules, il faut qu'il soit capable d'induire toute la cascade immunitaire qu'on va voir de façon très brève. Deuxièmement, on va choisir une dose d'antigène. On peut prendre l'exemple de la vaccination d'été où à l'âge pédiatrique, on donne un grand D, c'est-à-dire une quantité d'antigènes pleine nécessaire pour l'immunité, et que pour l'injection de rappel, à partir de l'âge de 6 ans, 11, 13 ans, 16, 18 ans, eh ben, on diminue la quantité d'antigènes et on va parler d'un petit D, parce que pour le rappel, on n'a pas besoin d'une dose complète et on peut induire la même réponse immunitaire avec une dose antigénique moindre. Les vaccins, quand ils sont inactivés, ils ont besoin, pour augmenter leur capacité d'induire la réponse immunitaire, de substances qu'on va ajouter, que l'on dit adjuvants. Et le fait qu'il y ait des adjuvants, ça va augmenter la réponse et ça va aussi un peu nous orienter vers un mode d'injection particulier. Madame Boukari en parlera.
Troisièmement, ce qui va influencer la réponse immunitaire, c'est l'âge auquel on fait les vaccinations. Par exemple, pour les vaccinations que nous faisions en Algérie avant 2016, nous commencions à l'âge de 3 mois. Les connaissances scientifiques aidant, on sait qu'un nourrisson est capable de répondre de la même manière à une vaccination, même combinée dès l'âge de 6-8 semaines. Et en Algérie, nous avons opté pour l'âge de 2 mois. Et le passage de 3 mois à 2 mois nous fait gagner un temps important, c'est-à-dire 1 mois, c'est-à-dire une période entre 2 mois et 3 mois de vulnérabilité des nourrissons où on peut éviter certaines maladies. Donc ce simple décalage de 3 mois à 2 mois nous a fait gagner énormément en termes de diminution de nombre des maladies. Enfin, évidemment, la vaccination sera faite en fonction de l'état de santé, de la maladie de la personne et il peut y avoir, nous aborderons ça dans les prochaines présentations, qu'il peut y avoir des reports et on organise la vaccination en fonction de cette interférence avec une maladie. Et enfin, nous ne sommes pas tous égaux et il y a des facteurs génétiques de susceptibilité pour la réponse immunitaire. La réponse immunitaire, on la voit ici à travers toute cette cascade où on a tous, quand on est une réponse d'abord, et on a des cellules innées, ce sont les cellules avec lesquelles nous naissons, c'est-à-dire les neutrophiles, les plasmocytes, les macrophages. Et on a à côté de cela, à la suite des stimulations antigéniques, que ce soit un antigène vaccinal ou l'antigène naturel dû à la maladie, la possibilité de stimuler le système immunitaire spécifique avec les lymphocytes B et les lymphocytes T, et c'est ce qu'on appelle l'immunité adaptative, c'est celle-là qui va se développer à la suite des différentes sollicitations. Donc, nous avons besoin, pour réagir, de l'immunité innée qui induit la réponse de l'immunité humorale et spécifique. Et enfin, toute cette cascade ne peut se faire sans toutes les caractéristiques que nous venons de voir, c'est-à-dire choisir la présentation antigénique, la dose de vaccin, les adjuvants, la voie d'administration. Par exemple, un vaccin qui a un adjuvant doit être injecté par voie intramusculaire pour une meilleure réponse. Ça sera abordé secondairement. Alors, quels sont les enjeux de la vaccination? Évidemment, pour chaque individu, celui qui se vaccine, la personne qui est vaccinée, elle est protégée contre la maladie pour laquelle on l'a vacciné. Et il n'y a pas de réaction croisée. Si on veut une réaction contre les 11 maladies, eh bien, il faut que chaque individu qui est inscrit dans le calendrier, donc chaque enfant, fasse les 11 vaccinations. Mais au-delà de l'échelle individuelle où chaque personne est protégée, dans une collectivité, quand on a vacciné un certain pourcentage d'individus, on peut obtenir pour la collectivité dans laquelle nous vivons, ça peut être une daïra, ça peut être une wilaya, ça peut être un pays, ça peut être un continent, pour une région, la région Maghreb, ça peut être un continent auquel nous appartenons, qui est l'Afrique. On a une immunité collective et cette immunité collective va faire que finalement les maladies vont être ou contrôlées ou alors on va arriver à l'élimination ou l'éradication des maladies infectieuses. Et c'est tout ce cheminement que la vaccination se fixe comme enjeu et comme objectif. Pour réussir tout cela, l'obligation, c'est que si on veut une immunité collective, eh bien, il faut qu'on exprime à travers les données que l'on a l'habitude d'exprimer, c'est-à-dire taux de couverture vaccinale. Et quand on voit l'évolution dans notre pays des 3 principaux vaccins, le BCG, le DT-Coq polio, 3e dose, le vaccin anti-rougeoleux, eh bien on voit que depuis les années 86, ça n'a cessé d'augmenter. À ce qu'il faut être satisfait, eh bien, les objectifs sont différents en fonction de chaque vaccin. Et cette couverture vaccinale, pour l'Algérie, à partir des estimations de couverture vaccinale qui ont été faites en 2018 par l'OMS et l'UNICEF, on voit à travers ce chiffre-là qui avoisine les 100%, que pour la majorité des vaccins, eh bien, on est au-delà de 95% en moyenne nationale, mais que pour un vaccin, et c'est celui-ci dont on va parler précisément, c'est la rougeole. Il y a eu un infléchissement et on va voir que quand il y a un infléchissement, de façon rapide, eh ben, on en voit directement les méfaits
sur la population générale. Et pour la rougeole, cette maladie est inscrite dans un programme mondial d'élimination de la rougeole, de la rubéole et du syndrome de rubéole congénitale. Pour obtenir ce programme, il est nécessaire que pour ces maladies, on atteigne et dépasse 95% de taux de couverture vaccinale dans toutes les régions d'Algérie, à l'échelle nationale et dans toutes les wilayas, pour pouvoir avoir un contrôle de la maladie et s'approcher de souhait d'élimination de cette maladie. Et on voit à travers la première dose et la deuxième dose de rougeole qu'on est à 80% pour la première dose et 77% pour la deuxième dose. Et la rougeole, qui est la maladie infectieuse la plus contagieuse de toutes les maladies infectieuses, et bien tout de suite, il y a eu, pas qu'en Algérie pour des raisons multiples, en Algérie mais également dans le monde, une émergence des cas de rougeole. Mais quand on parle des continents, eh bien on voit ici exprimer que pour la région Afrique, l'augmentation, elle s'est faite de 386%. Et pour cette maladie hautement infectieuse, contagieuse et mortelle, eh ben, nous avons eu les résultats immédiatement dans notre pays. Et on voit que ces chiffres-là sont connus puisque à travers ces données de l'OMS qui sont publiées de façon régulière, eh ben, nous sommes en dessous de 80%, ce qui est le pourcentage qui va favoriser l'apparition et la transmission de la maladie. Ça, c'est la deuxième dose de rougeole. Est-ce que pour les autres vaccinations, nous sommes bien? Eh bien, quand on voit que pour le DT-Coq polio, on voit les pays qui ont dépassé 90%, eh bien, pour la troisième dose de polio, nous sommes à l'échelle nationale à plus de 90%. Et effectivement, on voit plus de diphtérie, plus de tétanos dont on a eu l'élimination en 2018 et pour la coqueluche quand même une petite émergence à cause de l'absence de rappel. Pour l'hépatite B, également, nous avons un taux de couverture vaccinale qui est bon, mais pour la troisième dose. Et là où nous avons une petite faiblesse pour l'hépatite, c'est le vaccin de la naissance qui n'est pas fait en période néonatale pendant les 24 premières heures pour obtenir les résultats souhaités. La vaccination antipneumococcique a commencé juste en 2016 et c'est le vaccin pour lequel également le taux de couverture sont intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on voit à travers ce diagramme? Eh bien, on voit que les maladies sont là et qu'à mesure que l'on commence à vacciner, plus on va vacciner, plus les maladies vont diminuer. Mais on voit également que dès que la couverture vaccinale baisse, eh bien les maladies vont réémerger. Donc, le suivi des de la couverture vaccinale pour chacun des antigènes inscrits dans le calendrier est importante parce que ça peut être le prémisse à l'apparition d'épidémies et il faut vite corriger et nous en parlerons. Alors, maintenant, la vaccination pendant cette période de Covid. Est-ce que le calendrier de vaccination a subi un impact? Eh bien oui, l'OMS, l'UNICEF et Gavi, en juin 2020, se sont réunis et dans le sommet mondial sur les vaccins et ont considéré qu'il y avait eu des perturbations des services de vaccination dans 68 pays, mais des pays riches et des pays pauvres également, qu'il y a eu au moins 80 millions d'enfants de moins de 1 an qui risquaient de voir réapparaître des maladies dont on disait qu'elles étaient contrôlées comme la polio et la diphtérie ou la rougeole. En Algérie, nous étions déjà dans une réémergence depuis 2018 et depuis 1970. Où le programme élargi de vaccination a commencé, il n'y a jamais eu de perturbation mondiale de cet ordre-là, parce qu'évidemment, on n'a jamais eu une pandémie de cet ordre-là. Mais si la pandémie, une fois qu'elle va passer grâce à tout ce qui est en train d'être fait et la vaccination, ce que l'on risque de voir venir avec la baisse de la couverture vaccinale des enfants, de voir réémerger des maladies à prévention vaccinale. L'Algérie, très rapidement, on a commencé en mars à avoir les premiers cas au mois d'avril. Le ministère de la Santé, la direction de la prévention, a fait une note dans laquelle elle disait qu'en aucun cas, les vaccins des enfants ne devaient être interrompus, que les services de prévention de la vaccination, les programmes de vaccination devaient être poursuivis et que les gens
devaient aller vers ces centres et toutes les modalités avaient été inscrites, notamment donner des rendez-vous, faire de la distanciation, ne recevoir qu'un patient à la fois, étaient faites pour éviter justement de rentrer dans cet écueil-là. Et donc, en rappelant dans cette note-là un point parmi d'autres points que chacun peut lire, cette note est encore dans le site du ministère www.santé.gov.dz, la Covid ne contre-indique pas du tout la vaccination. Même si une personne a fait la maladie, l'enfant a fait la Covid, dès qu'il est guéri, on le vaccine on continue le calendrier vaccinal au stade où il était. Alors, pour répondre de façon précise sur les programmes de vaccination, l'UNICEF a répondu à quelques questions. Pendant la période de Covid, les programmes de vaccination du nouveau-né, est-ce qu'ils doivent être poursuivis? Oui. La vaccination en milieu scolaire, est-ce qu'elle doit être poursuivie pendant la pandémie? Oui, avec le respect des règles sanitaires. Et nous avons une note, depuis que nous avons repris en septembre la scolarité, il y a eu un règlement d'organisation des établissements scolaires. Vous savez qu'ils vont à l'école à tour de rôle, avec la distanciation par groupe, etc. Et que la vaccination en milieu scolaire a d'ailleurs repris actuellement. Y a-t-il des moyens pour organiser des sites de vaccination, pour réduire la transmission? Oui, et on a vu cette note-là qui permet d'organiser dans notre pays, en fonction de notre réalité, la poursuite des vaccinations. Si une personne a la Covid, que le cas soit confirmé ou suspect, est-ce qu'elle peut être vaccinée? Oui, elle peut être vaccinée après la période de guérison, sans faire de test avant de vacciner cet enfant, on lui fait directement la vaccination. Une personne qui est exposée à la Covid, sujet contact, est-ce qu'elle peut être vaccinée? Ben oui, elle peut être vaccinée une fois qu'elle a fini la période de confinement à laquelle toute personne qui est sujet contact est soumise. Si les services de vaccination sont suspendus ou réduits, les pays, est-ce qu'ils doivent mener des activités de vaccination de rattrapage? Eh bien oui, et c'est ce que nous devons faire. Nous devons évaluer l'importance de la baisse de notre couverture vaccinale et faire des campagnes de rattrapage. Les écoles l'ont déjà commencé, puisque les écoles ont été fermées au mois de mars. C'était la période où la santé scolaire faisait le cycle des vaccinations. Et cette année, ils doivent non seulement faire les premières années de cette année, mais également les deuxièmes années, qui sont rentrées en deuxième année, qui sont les ex-premières années de l'an dernier, ainsi que pour les cycles moyens et secondaires également. Quelles mesures on peut prendre pour garantir la disponibilité des vaccins? Eh bien, il faut faire des prévisions qui sont des prévisions rationnelles en tenant compte un petit peu des difficultés qu'il y a eu par rapport à la Covid. Au moment de la journée mondiale de l'enfance, l'UNICEF a émis une réserve et surtout une alerte qu'il risquait d'y avoir une génération d'enfants perdus à cause des dommages que la Covid a occasionnés, non pas en termes de maladies pour les enfants puisqu'ils ont été très peu touchés, mais de dommages par l'éducation, la perte de la scolarité, les décrochages scolaires, les pertes nutritionnelles parce que dans certains pays, le seul repas que prennent les enfants, c'est le repas qu'ils prennent à l'école et le bien-être des enfants parce que des parents stressés, des parents qui ne travaillent pas, des parents qui ont des moyens financiers réduits, et bien tout ça, ça va impacter les enfants. Et les enfants, en termes de maladie et les adolescents, c'est 1 cas sur 9 pour la maladie, mais il risque d'y avoir des retombées très importantes pour lesquelles il faut reprendre une vie normale et la scolarité en tout cas doit être continuée parce que la transmission en milieu scolaire, c'est pas ça qui fait la réémergence de la maladie. Alors, est-ce que Covid a impacté les vaccinations systématiques? On prend l'exemple des États-Unis et on voit ici que dès qu'il y a eu l'épidémie, eh bien, il y a eu une diminution de la couverture vaccinale. Mais quand on l'analyse, cette baisse de la couverture vaccinale, et qu'on voit les vaccinations de routine, c'est-à-dire ce qu'on appelle le PEV, et les vaccinations en milieu scolaire, c'est celles en milieu scolaire qui ont été plus impactées, mais également par rapport aux objectifs en bleu foncé qu'on se fixait pour les vaccinations du PEV, c'est-à-dire les vaccinations du jeune enfant et du nourrisson, eh bien, elles ont été très très impactées dans ces pays-là. Et New York
la ville de New York, également qui a été très touchée, a subi exactement les mêmes dommages pour la vaccination, avec une reprise à mesure que les vaccins ont été disponibles, parce qu'il faut ne pas oublier qu'il y a eu des difficultés d'approvisionnement en vaccins pendant cette période. Et une fois qu'on a fait l'évaluation de l'impact de la Covid en termes de baisse de couverture vaccinale, il faut faire les méthodes pour récupérer un petit peu ce qu'il est obligatoire d'avoir, c'est-à-dire un bon taux de couverture. Après avoir vu ces données, qui sont des données publiées, qu'on partage ensemble sur les États-Unis, eh ben, l'OMS, elle a à partir de données administratives pour le monde entier et pour chacune des 6 régions sanitaires de l'OMS, comme elle les écrit, eh ben, on voit ici les vaccinations qui ont été poursuivies, celles qui ont été touchées, et on voit qu'à l'échelle mondiale, il y a eu un taux autour de 70%, et que certaines régions l'ont été plus que d'autres, mais que toutes les régions sanitaires de la planète ont été impactées en termes de vaccination par la Covid-19, et que donc cette couverture vaccinale actuellement doit reprendre un petit peu cette ligne-là que nous avions l'habitude d'avoir. Alors l'OMS et l'UNICEF, pour un petit peu encadrer toutes ces activités de vaccination, a émis de nombreux documents qu'on peut trouver sur le site de l'OMS, qui définit exactement chacune des procédures, et chaque pays pourra trouver une réponse aux questions qui se posent s'il y avait une angoisse en période de pandémie, comment je vais faire dans tel ou tel cas. Il y a toutes ces réponses. Alors la pandémie, on voit ici la France, qui a eu aussi une baisse très importante de la couverture vaccinale. Nous n'avons pas, nous, d'appréciation pour l'instant de notre calendrier vaccinal et de la couverture vaccinale, mais le seul point important que l'on peut dire, c'est qu'il est fondamental de respecter chaque date de vaccination pour ne pas tomber dans les exemples que l'on vient de prendre, parce que cette baisse de couverture vaccinale pour les maladies les plus contagieuses, c'est la réémergence et la reprise. Et le risque que l'OMS a signalé, c'est qu'après la pandémie Covid-19, nous voyons réémerger des maladies à prévention vaccinale. Enfin, un mot pour finir, vaccination contre la Covid. Cette vaccination qui a commencé chez nous, c'est une vaccination qui est gratuite comme toutes les autres vaccinations de notre calendrier. Elle est fortement recommandée, donc elle n'est pas obligatoire, mais qui n'est pas conscient de l'utilité de se faire protéger si on a la possibilité d'avoir le vaccin? Pour l'instant, les enfants de moins de 18 ans, comme le définit l'OMS, ne sont pas concernés par la vaccination, mais les essais cliniques sont en train de s'étendre, et peut-être que dans les mois à venir, les enfants pourraient être également concernés par cette vaccination. Que pour l'instant, l'organisation de la vaccination Covid en Algérie a fait que les centres de PMI ne seront pas concernés par la vaccination contre la Covid, afin qu'ils puissent poursuivre leur programme, notamment sur le programme élargi de vaccination, pour à la fois le continuer et récupérer les cohortes d'enfants qui ne sont pas venus pendant les périodes de confinement. Donc il y a nécessité pour tous, quelles que soient les personnes, quel que soit l'endroit où on est, quelle que soit la circonstance, pour tout individu, qu'il ait eu le Covid, qu'il ait été vacciné ou non, de poursuivre les mesures barrières, parce que c'est la seule arme efficace que nous avons actuellement en notre possession pour éviter au SARS-CoV-2 de rentrer par le nez et la bouche. Donc c'est le masque avec occlusion du nez et de la bouche, c'est l'hygiène des mains qui est le transporteur, c'est la distanciation de plus d'1,5 mètre pour empêcher, si la personne est en face de vous, qu'elle vous transmette le virus, et enfin toute l'hygiène générale des surfaces. Et ce n'est qu'à ce prix-là que peut-être on pourra passer cette pandémie, rectifier la vaccination et diminuer l'impact sur la vaccination des enfants. Je vous remercie. Chers
Chers amis, chers collègues, bonjour. Je suis également très heureuse de vous retrouver pour ces rencontres algériennes de pédiatrie ambulatoire. Donc, je prends le relais de la présentation faite par Madame Smati sur la vaccination, simplement pour nous concentrer maintenant sur les effets indésirables liés à la vaccination. Vous le savez, la sécurité vaccinale, c'est aussi important que l'efficacité vaccinale. Cette sécurité vaccinale doit faire l'objet d'une surveillance continue et permanente dès lors que le vaccin est mis sur le marché. La terminologie qui est utilisée, on peut parler d'effets secondaires, d'effets indésirables, mais le terme le plus consacré est celui de manifestations post-vaccinales indésirables, MPVI, et ces manifestations indésirables post-vaccinales, MPVI, doivent faire l'objet d'une notification conformément à une instruction ministérielle qui est déjà ancienne, qui date de 2001, et on reviendra sur cet aspect-là réglementaire qui est vraiment très important. Alors l'OMS définit les manifestations post-vaccinales indésirables comme toute manifestation indésirable qui suit la vaccination, quel est ou non un lien de causalité avec l'utilisation du vaccin. Et on différencie ainsi 5 groupes, soit la réaction elle est liée au produit vaccinal, soit la réaction est liée à un problème de qualité du vaccin. Cette réaction peut être liée à une erreur de la vaccination, à une anxiété à l'égard de la vaccination, ou cela peut être une réaction qui n'a absolument rien à voir avec la vaccination et qui est seulement une coïncidence. Voici dans cette figure reprise ces principaux groupes, ces 5 groupes, donc soit elles sont secondaires au vaccin, à l'injection, à la préparation ou à l'administration, soit c'est un phénomène intercurrent, c'est une coïncidence indépendante du vaccin. Alors ces effets indésirables, on les appréhende selon leur fréquence et on considère que les effets indésirables sont dits très fréquents lorsqu'ils surviennent dans plus de 10% des cas, et certains vaccins sont plus réactogènes que d'autres. Ces effets indésirables sont classés comme fréquents s'ils surviennent entre 1 et 10% des cas, donc plus de 1% mais moins de 10% des cas. Peu fréquents lorsqu'ils sont compris entre 0,1 et inférieur à 1%. Ils sont dits rares lorsqu'ils surviennent au-delà de 0,01% à moins de 0,1%. Et enfin, très rares lorsqu'ils surviennent dans moins de 0,01% des cas. Alors vous verrez, on passera en revue quelques effets indésirables. Certains sont exceptionnels, d'autres plus habituels. On les classe également, ces effets indésirables, en fonction de leur sévérité. Et ils sont classés en 5 grades, allant du grade le plus léger, effet indésirable léger, ça veut dire qu'il n'y a aucune conséquence sur la suite des événements. Le grade 2, c'est un effet indésirable modéré, il y a un petit inconfort, il y a un petit impact, une interférence minimale. Le grade 3, on commence à entrer dans les effets indésirables sévères. Le grade 4, ce sont des effets qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital et qui vont nécessiter éventuellement une hospitalisation et donc ils sont classés comme effets indésirables potentiellement mortels. Et le grade 5 qui est évidemment l'effet indésirable le plus important, majeur, qui est le décès. Et donc c'est important quand on parle d'effets indésirables de savoir de quoi on parle, donc de les classer en termes de fréquence et de les classer également en termes de sévérité. Alors, on sait que tout médicament, les vaccins sont des médicaments, rappelons-le, et comme tout médicament, ils peuvent être sujets à l'apparition d'effets indésirables. Donc, ces effets indésirables sont de 3 types en ce qui concerne la vaccination. Soit il s'agit de réactions locales au site d'injection. On verra que c'est les plus fréquentes et les plus bénignes et c'est les plus faciles à rapporter au vaccin, rougeur, gonflement, douleur au site d'injection. Soit il s'agit de réactions qui touchent d'autres parties du corps, c'est les réactions systémiques, la fièvre, les maux de tête, les pertes d'appétit. Soit il s'agit de réactions allergiques sévères telles qu'une anaphylaxie ou une réaction allergique systémique sévère. Alors, dans les réactions locales, ce sont les plus fréquentes et les plus bénignes. Elles sont aussi très facilement rattachées au vaccin puisqu'elles surviennent sur le site d'injection. Elles vont apparaître dans les 24 heures et elles vont durer 1 à 2 jours. Ce sont les plus courants. Donc, ils sont le plus souvent rapportés à des vaccins de forme injectable et ces manifestations-là ne suscitent pas réellement de grande inquiétude, sauf quelquefois lorsque une réaction locale peut être d'étendue importante. Les réactions générales
qui sont la fièvre, le malaise général, les frissons, la fatigue, tous ces symptômes-là, sont plus difficilement imputables à la vaccination. L'imputabilité se pose. Et enfin, les effets indésirables graves sont, eux, très rares. On dit que ces manifestations surviennent entre 1 pour 500 000 doses, voire plutôt 1 pour 1 million de doses administrées. Donc on voit bien que ce sont des accidents, des effets indésirables qui sont exceptionnels, mais qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Et c'est pour cette raison, pour ces manifestations indésirables sévères qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital, qu'il est clair que l'acte vaccinal, on a toujours dit l'acte vaccinal, même s'il est effectué par un personnel vaccinateur, infirmier, c'est un acte médical, et que donc avant toute vaccination, il y a une évaluation de la personne à vacciner, un examen clinique, un interrogatoire, et puis surtout une mise en observation et une surveillance. Comme vous le savez, toutes les personnes qui vaccinent des enfants savent ces choses-là. On dit qu'il faut garder en observation pendant au moins 15 minutes et surtout qu'il faut avoir tous les éléments pour réagir à cet éventuel, même si elle est exceptionnelle, effet indésirable sévère. Et donc, tout centre de vaccination, tout un lieu qui pratique la vaccination doit avoir à disposition de l'adrénaline, puisque vous le savez, la seule parade face à cet effet indésirable grave, c'est l'injection immédiate en intramusculaire d'adrénaline. Donc évidemment, la survenue d'un tel effet indésirable, tel qu'une anaphylaxie que l'on va imputer donc au vaccin et à une réaction allergique au vaccin, bien, va contre-indiquer de façon définitive la poursuite de ce vaccin. Alors, donc une fois qu'on a parlé de la fréquence, une fois qu'on a parlé de la sévérité, on arrive à la question cruciale qui est celle de l'imputabilité. Est-ce que cet effet indésirable est imputable au vaccin? Donc, pour ce faire, il faut décortiquer les choses. Il faut une description très précise de la réaction. Il ne suffit pas de dire « il a été vacciné et lors de son premier vaccin, il a fait une réaction allergique ». Point. Sans détailler ni les symptômes, ni le timing de survenue, ni le détail des manifestations. Donc ça, il faut une description très claire. Alors, ensuite, la deuxième question que l'on va se poser, est-ce que cette réaction est une réaction attendue? C'est-à-dire, est-ce que c'est une réaction qui est déjà connue pour ce type de vaccin, qui a déjà été décrite et que la relation avec le vaccin a déjà été établie? Et enfin, est-ce qu'il y a, oui, on peut parler d'imputabilité dans la mesure où le mécanisme physiopathologique qui est en jeu est compatible, dans la mesure où le délai de survenue de cet effet indésirable est également compatible. Alors prenons l'exemple, par exemple, lorsqu'on parle de délai d'apparition, alors vous le savez, celle qui nous fait le plus peur, c'est la réaction anaphylactique sévère, c'est-à-dire le choc anaphylactique. Le choc anaphylactique, il va se manifester dans les 5 minutes, en moyenne 5 à 10 minutes, voire jusqu'à 4 heures après l'injection du vaccin. Et ça va se manifester par un malaise général, par une hypotension, par des manifestations qui touchent à la fois la peau et les autres organes. Et cette réaction de choc anaphylactique qui survient très rapidement doit être reconnue très vite. Il y a une réaction qui peut fausser un petit peu cette évaluation, c'est le malaise vagal. Le malaise vagal, lui, qui va survenir immédiatement au moment où vous faites l'injection, voire dans les 2 ou 3 minutes, et vous allez voir tout d'un coup la pâleur s'installer, puis éventuellement le malaise et la chute de la personne. Dans ces cas-là, il faut immédiatement réagir, prendre la tension artérielle, prendre le pouls, mettre en position de sécurité et faire la part des choses pour reconnaître le choc anaphylactique et injecter immédiatement de l'adrénaline. Alors on a aussi, en matière d'anaphylaxie, ce n'est pas toujours le choc anaphylactique, mais ça peut être des réactions d'anaphylaxie qui peuvent survenir jusque dans les 12 à 24 heures après le vaccin. Il est classique de rapporter des symptômes d'hypotonie, d'hyporéactivité, de pleurs incessants après la vaccination par le vaccin anti-coquelucheux.
parce que vous savez qu'en Algérie, nous utilisons toujours le vaccin coqueluche à germe entier, qui est connu comme étant un vaccin très réactogène et qui peut, on peut voir ses manifestations apparaître dans les 12 heures, au maximum dans les 24 heures après la vaccination. Alors évidemment, c'est très impressionnant comme réaction pour les parents, parce que c'est des pleurs qui peuvent durer pendant 2 à 4 heures, et la question de la vaccination suivante va se poser. Alors la fièvre, vous le savez, c'est un effet indésirable qui est, on va dire, l'un des plus fréquents. Il fait partie de ces réactions générales, systémiques, qui sont classiques aussi, qui sont connues pour certains vaccins, comme par exemple le ROR. Et puis enfin, les questions qui concernent toutes les réactions de déclenchement de réactions immunitaires qui vont s'observer dans les 2 à 4 semaines, voire dans les 6 semaines après la vaccination. Alors, troisième question qui va se poser, une fois qu'on cherche à répondre à cette question d'imputabilité, on cherche à répondre à cette question parce qu'on veut savoir si on va poursuivre cette vaccination ou si on va interrompre la vaccination. Interrompre une vaccination, c'est lourd de conséquences, parce que ça veut dire c'est ne pas protéger l'enfant contre une maladie évitable par la vaccination. Donc il faut peser les bénéfices et les risques. Bien entendu, lorsqu'il s'agit d'une réaction d'anaphylaxie ou de choc anaphylactique, la question ne se pose pas, mais pour toutes les autres réactions, effets indésirables, il faut véritablement faire la balance bénéfice-risque avant de prendre une décision. Alors en matière d'imputabilité, l'Immunization Safety Review Committee de la National Academy of Medicine décrit 5 catégories. Première catégorie, il n'y a aucun argument en faveur d'une relation causale. Donc, vous le savez, dans la surveillance post-vaccinale, on va, surtout lorsqu'il y a des nouveaux vaccins, on va surveiller pendant des mois la survenue d'effets indésirables et il peut se produire des effets indésirables qui, réellement, sont identifiés comme n'ayant aucune relation avec le vaccin. Deuxième situation, les arguments sont insuffisants pour accepter ou pour rejeter une relation causale. Ça veut dire que la question reste entière. Ensuite, il y a une situation où toutes les évidences sont en faveur d'un rejet d'une réaction causale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve qu'il y a une relation causale et on va rejeter cette réaction causale. Et puis, il y a la quatrième catégorie, il y a des preuves, des arguments qui sont en faveur d'une relation causale. Et enfin, il y a la cinquième catégorie où on établit de façon formelle une relation causale. Donc vous avez vu, tout est en nuance ici, tout est en nuance et donc ce n'est pas toujours facile d'établir la relation causale. Mais le plus important, c'est de déclarer tout effet indésirable. C'est la seule façon de d'abord enregistrer tous ces effets indésirables et ensuite, pour les effets les plus sévères, les plus graves, ceux qui mettent en jeu le pronostic vital, mettre en place des enquêtes qui nous permettront de répondre à la question. Alors prenons le plus courant, celui que tous les pédiatres connaissent, c'est la fièvre. La fièvre, on le sait, c'est un effet indésirable qui est fréquent après la vaccination. C'est un effet indésirable attendu. Donc beaucoup se disent, puisqu'il est attendu, puisqu'il est fréquent, pourquoi ne pas anticiper et mettre un traitement prophylactique du style d'un antipyrétique qu'on pourrait utiliser avant la vaccination ou au moment même où la vaccination est pratiquée. Alors vous savez que ce n'est pas une attitude qui est consensuelle. On sait que la voie d'administration peut intervenir et peut avoir un rôle sur la survenue de ces effets indésirables et qu'on se pose la question de savoir si les formes combinées augmentent la fréquence de la fièvre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce qui concerne l'utilisation à titre préventif des antipyrétiques, eh bien même si c'est une attitude courante, qui a toujours cours d'ailleurs, que de nombreux pédiatres utilisent jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun argument formel pour recommander cette pratique. C'est une attitude qui est remise en question parce que pour certains auteurs, elle peut affecter la réponse immunitaire au vaccin et donc il n'y a aucun argument, aucune recommandation pour utiliser cette vaccination prophylactique. Par contre, il faut surveiller l'enfant et effectivement, dès lors qu'il y a une fièvre suffisamment élevée, à ce moment-là,
on va utiliser cette vaccination. Elle peut être débutée dans les 6 heures ou plus après la vaccination. Au-delà de 6 heures, on considère qu'elle n'a pas d'effet sur les réponses vaccinales chez ces enfants. Cette attitude de ne pas utiliser de façon systématique et préventive les antipyrétiques ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens, parce que disons-le, beaucoup de praticiens, beaucoup de collègues utilisent aussi les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc ce sont ces prescriptions qui peuvent avoir des effets indésirables par elles-mêmes du fait de ces médicaments, et donc ça rajoute de la confusion. Donc la recommandation, pas d'utilisation systématique, surveiller et utiliser seulement s'il y a une fièvre importante. Alors on va passer en revue quelques réactions secondaires que vous connaissez parfaitement bien avec les vaccins vivants. Vous savez qu'avec le BCG, on peut avoir de façon très exceptionnelle une BCG disséminée. On a surtout des réactions locales au point d'injection. En ce qui concerne le vaccin polio, c'est le vaccin polio oral qui maintenant, vous avez vu, sa place dans le calendrier vaccinal est réduite, elle le sera encore davantage, je pense, dans les mois ou dans les années qui viennent, en fonction de la progression du programme d'éradication de la polio qui avance très très bien, puisque Madame Smati l'a rappelé, l'Algérie est zone polio free, mais maintenant les problèmes qui se posent avec le vaccin polio, ils sont plus liés justement au polio oral, et les polios qui sont observés sont plus des polios paralytiques liés au vaccin, qui est un vaccin vivant, que à la souche sauvage. Donc c'est ça qui va être la nouveauté. Je pense qu'on va vers une suppression totale du VPO dans nos prochains calendriers. Alors avec la rougeole, on observe fréquemment de la fièvre, on l'a dit, entre le 7e et le 10e jour, avec une petite éruption qui est concomitante. On peut avoir des convulsions fébriles. Vous avez les fréquences qui sont rapportées ici, une anaphylaxie comme pour tout autre vaccin de 1 sur 1 million de doses, donc pas de risque particulier. Pour la fièvre jaune aussi, les effets indésirables sont connus. Pour la coqueluche, on vient de les citer, les pleurs et le syndrome hypotonie hyporéactivité. Et donc, voilà, polio injectable, eh bien, il y a effet indésirable 0, et donc un certain nombre de vaccins inactivés, tués, n'ont relativement peu ou pas d'effets indésirables. Alors, vous le savez, il y a eu vraiment, comme à chaque fois qu'il y a un nouveau vaccin, qu'il y a de nouvelles recommandations vaccinales, il y a des polémiques et il y a toujours les mêmes discours qui reviennent en avant et qui veulent mettre en cause la sécurité vaccinale, l'efficacité vaccinale. Il faut juste se rappeler que les vaccins, en particulier contre la rougeole, contre toutes les maladies infantiles, ont permis de réduire de façon drastique dans le monde la mortalité infantile et d'éradiquer un grand nombre de ces maladies. Donc toutes les discussions qui ont eu lieu, vous avez suivi l'actualité et vous savez que tout a été rejeté, étant donné qu'il n'y avait aucune preuve, et donc on n'a plus du tout à polémiquer sur toutes ces fake news qui concernent à la fois le ROR, le vaccin de l'hépatite B, un certain nombre d'adjuvants, etc. Alors, quelle situation particulière? Pour revenir sur le vaccin anticoquelucheux, oui, on l'a dit, il y a cet effet hypotonie, hyporéactivité qui amène un petit peu de réticence pour les vaccinations suivantes. Mais ça ne constitue pas une contre-indication à l'utilisation d'un vaccin anticoquelucheux germe entier. Il est préférable de faire un germe acellulaire et c'est ce qui est prévu dans notre calendrier vaccinal qui va se mettre en place, je l'espère, dans les mois qui viennent, une fois qu'on aura un petit peu apaisé la situation de la Covid-19. La seule contre-indication pour le vaccin anticoquelucheux, c'est l'existence d'une encéphalopathie évolutive non étiquetée, toujours en cours. À ce moment-là, oui, vous n'allez pas utiliser le vaccin anticoquelucheux. Mais il faut savoir, la coqueluche, elle est au top 10 des maladies qui peuvent tuer chez le jeune nourrisson. Et donc, c'est toujours encore revenir à cette balance bénéfice-risque qui est très importante. Et ces réactions qui surviennent dans les 48 heures, comme je l'ai dit, convulsions fébriles ou non, fièvre supérieure à 40, syndrome d'un cri persistant, syndrome d'hypotonie hyporéactivité,
ne sont pas des contre-indications absolues, mais doivent faire évaluer le rapport bénéfice-risque et doivent faire mettre en place l'utilisation d'un vaccin acellulaire. On le sait depuis très longtemps, les vaccins à germe entier sont plus réactogènes que les vaccins acellulaires. Ils sont plus réactogènes, mais ils sont également plus immunogènes. Mais du fait de cette réactogénicité qui est importante chez un petit nourrisson, l'immense majorité des pays européens et des pays occidentaux ont totalement abandonné le vaccin anticoquelucheux à germe entier et l'ont remplacé par un vaccin à germe acellulaire. Chez le prématuré, juste un mot pour dire que de nombreux pays ont adopté chez le prématuré de moins de 32 semaines ou de moins de 1500 grammes un schéma renforcé à 3 doses. On l'a vu dans notre protocole, dans notre schéma vaccinal, nous avons 2+1, c'est-à-dire 2, 4 et 12 mois pour l'ensemble des vaccinations, des écoques, IB, HBV, PCV, polio. Chez le prématuré, tous ces pays recommandent un schéma à 3 doses pour renforcer l'immunité. Chez les plus fragiles de ces prématurés, évidemment, la première injection, à chaque fois qu'il y a un risque d'apnée ou de bradycardie, elle sera faite en milieu hospitalier sous surveillance, comme cela est pratiqué dans de nombreux pays. Pour ce qui nous concerne, dans notre programme élargi de vaccination, ce protocole n'est pas encore à l'ordre du jour, mais il fera l'objet d'autres discussions et je pense que ça peut être aussi un cheval de bataille dans cette catégorie un peu plus fragile de renforcer le schéma de vaccination. En ce qui concerne l'hépatite B, vous le savez, la vaccination contre l'hépatite B est validée, est expliquée par le fait que l'Algérie est un pays d'endémie, que cette vaccination va permettre de prévenir les complications graves, de réduire le nombre de porteurs de l'antigène HBs et de faire en sorte de protéger les personnes contre cette maladie qui est redoutable. Alors, c'est la raison pour laquelle cette vaccination a été rendue obligatoire dans les 24 heures qui suivent la naissance, quel que soit le statut de la mère. En fait, c'est parce que le statut de la mère n'est pas connu. On ne fait pas systématiquement, même si c'est dans les recommandations, même si c'est probablement que ça devrait être dans les obligations de connaître le statut vis-à-vis de l'antigène HBs des mères, mais dans la pratique réelle, on ne connaît pas ce statut. Et lorsqu'on ne connaît pas ce statut, eh bien, la seule façon de prémunir les nouveau-nés, c'est d'instaurer cette vaccination dès la première 24 heures de vie. Donc le timing est très important. Ce n'est pas au 3e jour ni au 5e jour que cette vaccination doit se faire, mais bien dans les premières 24 heures. Lorsqu'on connaît le statut de la mère et qu'on sait qu'elle est HBs positive, eh bien, il faut non seulement vacciner le bébé, mais également lui faire une immunisation passive en injectant l'immunoglobuline anti-HBs le jour même de la naissance, en intramusculaire, sans unité, en espaçant les 2 sites en un autre site que le vaccin. Et puis ensuite, on poursuit le programme élargi de vaccination tel qu'il est recommandé pour cette vaccination. Alors, beaucoup recommandent d'évaluer l'efficacité de cette prévention vers le 3e, 4e mois, disons 4e mois après la 3e dose. En ce qui concerne la corticothérapie, c'est une question habituelle pour le pédiatre. Alors, comment est-ce qu'on fait? Il faut savoir que tout ce qui est corticothérapie locale, topique, inhalée, oculaire, ne pose aucun problème. Ce qui pose problème, c'est la corticothérapie par voie orale. Et ce qui pose problème, c'est lorsque cette corticothérapie est supérieure à 20 mg par jour pour plus de 14 jours. Et dans ces cas-là, on le sait, les vaccins vivants atténués doivent être décalés et il faut attendre au minimum 3 mois après l'arrêt de cette corticothérapie pour pouvoir utiliser ces vaccins. Dans les autres cas, qu'il s'agisse d'une corticothérapie discontinue ou d'une corticothérapie moins de 14 jours, moins de 20 mg par jour, on peut pratiquer la vaccination. Alors chez l'allergique, là aussi, beaucoup de choses sont dites, beaucoup de contre-indications fausses sont avancées. Le fait d'être allergique n'est pas une contre-indication à l'utilisation d'un vaccin, que ce soit une APLV, que ce soit un asthme, que ce soit... Bien sûr, on ne recommande pas de vacciner en période d'exacerbation, en période de poussée d'une dermatite atopique, d'où l'importance d'un interrogatoire, d'un examen clinique, comme on l'a dit, qui est l'étape initiale avant tout acte vaccinal. Et puis,
En dehors de ces situations, il n'y a pas de contre-indication à la pratique de la vaccination. On l'a dit, la seule contre-indication, c'est la réaction anaphylactique à l'un des constituants du vaccin, et donc on va le répéter. Aucune contre-indication entre ROR et allergie à l'œuf. Vous savez que ça a défrayé pendant des années et des années. Il y a plein d'enfants qui ont été privés de vaccination anti-rougeoleuse, puis de vaccination contre le rougeole, rubéole et oreillon, sur des données qui n'étaient pas du tout finalement bien documentées. Maintenant, on le sait, il n'y a aucune restriction. Allergie à la pénicilline et la vaccination, là encore, pas de contre-indication. Épilepsie et vaccination, pas de contre-indication. Toute réaction fugace et petite éruption post-vaccinale ne constitue pas une réaction allergique qui va contre-indiquer la poursuite du calendrier. Et période néonatale, convulsion en période néonatale, réanimation en période néonatale ne doivent pas priver l'enfant d'une vaccination contre des maladies mortelles. Malheureusement, on le voit souvent. Des enfants qui ont convulsé en période néonatale mais qui n'ont plus rien par la suite et qui sont privés de vaccination anticoquelucheuse ou autre. Alors, donc voilà, je reviens sur les principales fausses contre-indications. On le répète, convulsion en période néonatale ne constitue pas une contre-indication. Ictère néonatal ne constitue absolument pas une contre-indication à la vaccination contre l'hépatite B. C'est ce qu'on voit encore trop souvent. Et puis, maladie chronique et calendrier vaccinal, bien au contraire, maladies chroniques, ils sont fragiles, ils doivent être vaccinés, peut-être encore plus que les autres. Et ils ont des facteurs de risque de faire des maladies à germes encapsulés, donc ils doivent être vaccinés. Encore une fois, il faut prendre les précautions d'utilisation en fonction de l'état d'évolutivité de leur maladie. Voilà, donc je ne vais pas passer en revue toutes les autres et sûrement pas reporter la vaccination d'un enfant qui vient avec le nez qui coule ou qui a une petite fièvre de 38, parce que dans l'état actuel, Madame Smati vous l'a dit, la situation que nous vivons actuelle, qui est une situation où même si on n'a pas mesuré l'impact de façon objective, on le sait, l'impact il est là, il y a un recul de la vaccination et on l'observe, des retards vaccinaux qui malheureusement s'observent. On n'a qu'à, quand vous recevez les enfants, prenez leur calendrier de vaccination, prenez leur carnet, regardez, vérifiez et vous verrez qu'au moins 3 à 4 fois sur 10, il y a un retard vaccinal. Donc là, à chaque occasion manquée de vacciner, vous participez à aggraver ce retard vaccinal. Pensez-y. Alors, contre-indication dans les déficits immunitaires, je pense que je vais passer dessus parce que dans les déficits immunitaires, il faut toujours retourner à la source, c'est-à-dire il faut toujours aller revérifier. Mais il y a des grands principes. Les grands principes, c'est qu'on ne fait pas de vaccin vivant atténué à chaque fois qu'il y a un déficit immunitaire combiné, qu'il y a un déficit de l'immunité cellulaire ou pour certains déficits de l'immunité humorale. Pour les vaccins inactivés, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Le seul problème, c'est est-ce que l'individu va produire une réponse anticorps pour être réellement protégé contre la maladie. Et donc là, il faut aller regarder dans le détail du type de déficit immunitaire qu'il a pour savoir. Par exemple, un déficit en complément, un déficit en IgA, un déficit en sous-classe, il va avoir une bonne réponse anticorps. Donc il faut lui faire ces vaccins non seulement inactivés, mais également vivants. Pour le BCG, on le sait, tous les déficits de la phagocytose, tous les déficits de l'immunité cellulaire et certains déficits de l'immunité humorale sont des contre-indications à l'utilisation de ce vaccin pour le BCG. Alors je finis cette présentation en revenant sur la notification des manifestations post-vaccinales indésirables. C'est vraiment un point qui est très important. Je sais que ça constitue quelque chose d'abstrait pour la plupart d'entre vous, mais c'est le moment vraiment de s'informer. Tout le monde a un smartphone, tout le monde peut aller télécharger sur Google ou peu importe, mais il peut aller prendre la fiche de déclaration. Tout le monde peut l'envoyer, il y a une adresse mail, il y a un fax, il y a tout. Et il faut le faire, surtout pour les vaccinations post-vaccinales graves. Vous savez que les vaccinations post-vaccinales graves, c'est-à-dire à partir du grade 4 et 5, voire 3 pour certaines manifestations sévères, mais pour les graves, il faut le faire dans les 24 heures, c'est une obligation légale parce qu'il faut
tout immédiatement enclencher une enquête pour savoir ce qu'il y a. Alors vous avez plusieurs adresses ici que je vous mets dans les prochaines plaques. C'est réellement une insuffisance. On ne déclare pas les maladies. D'accord? On ne les déclare pas. C'est-à-dire que si on a... il y a une sous-déclaration des maladies à déclaration obligatoire, et vous savez que la liste elle a été mise à jour par le ministère de la Santé, je pense en 2013 déjà. Et puis, on ne déclare pas les MPVI, il faut absolument qu'on se corrige. Voilà le formulaire de notification que vous pouvez télécharger. Peut-être vous aurez les plaques et vous pourrez voir ensuite les adresses qui se mettent là. Et voici, si vous devez retenir une seule adresse, retenez celle du Centre national de pharmaco et de matériaux-vigilance, www.cnpm.org.dz. Vous téléchargez ça, vous avez la notification, vous envoyez votre notification. Parce que le problème, souvent, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas vous qui avez fait la vaccination, mais vous allez recevoir l'enfant qui vient quelques heures après. Il ne va pas retourner vers le centre de vaccination. Le centre de vaccination, il va faire le vaccin, l'enfant va rentrer chez lui et dans les quelques heures qui viennent, il va avoir cette réaction. Et il va venir aux urgences pédiatriques ou il va aller voir son pédiatre. Donc c'est vous, médecin des urgences pédiatriques ou pédiatre qui allait recevoir cet enfant, qui allait participer à cette surveillance post-vaccinale et qui devait absolument le faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on va revenir pour la troisième partie de cette session sur un problème crucial dont j'ai un petit peu parlé, qui est celui du retard vaccinal, qui est, je pense, un sujet brûlant d'actualité que le docteur Boudjelli va parcourir avec vous. Je vous remercie. Bonjour, très content d'être parmi vous pour ce troisième exposé de la session de vaccinologie qui va parler du retard vaccinal et de la façon de le rattraper. Avant de commencer, on va planter le décor. En 2016, le calendrier national de vaccination a eu des modifications qui étaient caractérisées par l'introduction de 4 nouveaux vaccins, notamment le vaccin polio oral bivalent, le vaccin polio injectable, le vaccin trivalent rubéole, oréon, rougeole et le vaccin antipneumococcique à 13 valences. Le schéma de vaccination a été changé. On est passé d'un schéma à 3 injections avec un rappel sur un schéma à 2 injections avec un rappel, c'est-à-dire ce qu'on appelle un schéma 2+1. L'âge de primo-vaccination aussi a été avancé. Au lieu de 3 mois, on commençait à 2 mois. Et ce calendrier a nécessité l'utilisation de plusieurs vaccins combinés, notamment l'antidiphtérique tétanos coqueluche HIB-HBV, donc un pentavalent, le ROR qui est un trivalent, et pour l'âge scolaire, le diphtérie tétanos coqueluche qu'on utilise à 6 ans. Le principe des cohortes a été respecté et chaque enfant va suivre le calendrier vaccinal selon sa date de naissance jusqu'au bout. Il y a eu des incidents, et ces incidents, tout le monde les connaît. Et pour maintenir la vaccination et la confiance en la vaccination, le ministère de la Santé a dû prendre des décisions avec le Comité national de vaccination pour remplacer le vaccin pentavalent qui peut-être aurait été à l'origine de ces décès, mais chose qui n'est pas du tout sûre, par un vaccin combiné tétravalent, diphtérie, tétanos, coqueluche, hémophilus, connu des Algériens et qui a été utilisé depuis plusieurs années, associé à un vaccin monovalent contre l'hépatite virale B. Donc nous avons conservé le même nombre d'antigènes. Pour faire cette modification, il a fallu changer la programmation des vaccinations. L'enfant est reçu le premier jour où il reçoit son vaccin polio oral, le vaccin tétravalent et le vaccin anti-hépatite B monovalent. Une semaine après, il est reconvoqué pour recevoir le vaccin antipneumococcique 13 valences. Ces modifications avaient des conséquences. D'abord pour les enfants, donc ça fait trop d'injections. Pour les parents, plus de passages au niveau des centres de vaccination.
Pour les travailleurs des centres de vaccination, c'était une charge de travail supplémentaire, source d'erreurs, et aussi qui a causé l'éloignement des rendez-vous de vaccination, retardant ainsi les enfants. Tout cela a inclus donc des retards vaccinaux qui sont préjudiciables pour l'enfant. Les difficultés pour les professionnels de santé étaient comment, en cas de retard, récupérer ces retards, comment co-administrer les vaccins, quelles sont les co-administrations possibles, quelles sont celles qui ne sont pas possibles. Et en plus, il n'y avait pas de recommandations écrites connues en Algérie. Par-dessus tout est venue se greffer la pandémie Covid-19. Pandémie qui a fait éloigner les parents des centres de vaccination en considérant que c'était des centres de soins et qu'il était possible qu'ils soient à risque. Les personnels de centres de vaccination ont été bloqués par le premier confinement avec la difficulté du transport, mais aussi de nombreuses personnes ont été malades. Et aggravant un petit peu tous les problèmes initiaux. Voilà, donc dans cet état, nous allons revenir au retard vaccinal. Il se définit comme étant le délai s'écoulant entre l'âge recommandé de la vaccination et l'âge réel auquel est effectuée cette vaccination. Cette période va correspondre à un âge de vulnérabilité maximale, puisque l'enfant va être exposé à des maladies prévenues par la vaccination. Du fait de la baisse de la couverture vaccinale, il y a un risque de résurgence de maladies éradiquées ou bien contrôlées par la vaccination. D'où l'importance de repérer ces enfants qui ont un retard vaccinal. Et comment faire? C'est par la vérification systématique du carnet de santé à chaque occasion, c'est-à-dire pour toute consultation, pour toute visite systématique ou même pour toute hospitalisation ou mise en observation. Pourquoi est-ce qu'il y a des retards vaccinaux en dehors des éléments qu'on avait cités? Les retards vaccinaux ont toujours existé. Ce n'est pas seulement la complication du calendrier vaccinal ou la pandémie qui les a provoqués, puisque quand les enfants sont malades, quand il y a des infections intercurrentes, les vaccins sont retardés. Les enfants qui ont des maladies chroniques, au moment des poussées, ils ne sont souvent pas vaccinés. Il y a aussi des contraintes sociales. Les accidents de la vie, les négligences des parents. On citera surtout, et de façon importante, comme l'avait dit tout à l'heure professeur Boukari, le problème des reports successifs par les personnels de santé des vaccinations en pensant qu'ils sont contre-indiqués. En fait, c'est la méconnaissance des contre-indications de la vaccination. La multiplication des nombres d'injections fait peur à certains parents. La pénurie des vaccins peut aggraver les choses. L'hésitation vaccinale qui commence à nous toucher, même si elle n'est pas très importante, mais peut aussi représenter une cause de retard vaccinal. La pandémie Covid-19, on en a parlé. La question qu'il faut se poser devant tout enfant qui a un retard vaccinal, c'est pourquoi? Est-ce qu'il est malade? Est-ce que cette famille a des problèmes sociaux? Ou est-ce que c'est tout simplement la méconnaissance de l'intérêt des vaccinations? Parce que la prise en charge de cette famille va être différente en fonction de la cause. Cette plaque reprend la majorité des fausses contre-indications que professeur Boukari avait précisées tout à l'heure. C'est notamment les maladies bénignes, les allergies, le prématuré, le petit poids de naissance et la malnutrition qui ne sont pas du tout des contre-indications. On insiste, l'ictère néonatal, les antécédents familiaux de convulsions. Un traitement antibiotique en cours n'est pas une contre-indication, ni une corticothérapie de courte durée ou encore des corticoïdes donnés de façon locale. Les maladies chroniques doivent être vaccinées, parfois avec l'accord du médecin traitant, mais doivent être vaccinées, ainsi que les maladies neurologiques stables. Comment procéder au rattrapage vaccinal? Le rattrapage vaccinal, c'est d'abord la pratique de la vaccination recommandée, mais au-delà de la date prévue de la vaccination. L'objectif étant d'assurer ou de renforcer l'immunité spécifique vis-à-vis
de l'agent anti-infectieux, de l'agent infectieux pour l'enfant. Pour ce faire, il est important de préciser les principes et les règles de base et les modalités avec lesquelles on va rattraper. Il y a des principes généraux. Il faut savoir que chaque dose compte. Quand un programme de vaccination a été interrompu, il n'est pas nécessaire de recommencer à zéro. Il faut tout simplement poursuivre le calendrier vaccinal là où il a été arrêté. Il est aussi important de protéger en priorité contre les infections les plus sévères. Par exemple, chez les nourrissons de moins de 2 ans, ça va être le pneumocoque et l'hémophilus. La coqueluche pour les jeunes nourrissons. La rougeole pratiquement à tout âge, dès que l'enfant est arrivé à l'âge de la vaccination. Et vu la vulnérabilité des enfants au moment où ils sont en retard, il s'agit de terminer le rattrapage vaccinal le plus tôt possible. Pour ce faire, il est souvent nécessaire de procéder à des injections multiples en des sites différents. Seulement pour pouvoir faire cela, l'accord des parents est important parce qu'ils vont d'abord coopérer, ils vont comprendre que ces vaccinations multiples ne vont pas être délétères pour leurs enfants. Bien au contraire, ils vont les protéger plus vite. Tout enfant qui n'a pas de document attestant sa vaccination est considéré comme non vacciné. Et lorsque le statut est inconnu, le rattrapage est indiqué. Dès que le rattrapage vaccinal est fait, terminé, l'enfant va poursuivre le calendrier vaccinal normalement jusqu'au bout. On va appliquer certaines règles. Pour rattraper des vaccinations en retard, on prend en compte l'âge. C'est très important vu que l'immunité de l'enfant est différente en fonction de l'âge, mais en plus, certains vaccins peuvent ne pas avoir la même importance. Faire un bilan vaccinal, c'est-à-dire déterminer les doses qui manquent par rapport à celles qui ont été données auparavant. Définir les propriétés, les priorités, comme on avait dit plus tôt. Et c'est à ce moment-là qu'on va choisir les combinaisons vaccinales appropriées en respectant l'intervalle minimum entre chaque dose. Pour le bilan vaccinal, c'est calculer le nombre de vaccinations reçues pour chaque valence vaccinale qui sont mentionnées sur le carnet de santé et les comparer au nombre d'injections qu'il aurait dû recevoir à son âge. Et à ce moment-là, on va déduire les vaccins à faire pour que l'enfant soit à jour. Donc il faut connaître les doses recommandées par antigène dans notre calendrier vaccinal, celui de 2016. Pour le DT-Coq-HIB, c'est 3 doses, 2 primo-vaccinations et un rappel. Pour l'antipneumocoque, c'est 2 primo-vaccinations et un rappel. Pour l'hépatite virale B, c'est 4 doses. 3 doses de primo-vaccination, l'importance de la dose de la naissance pour la prévention de la transmission verticale de l'hépatite B. Pour la rougeole, oréon et rubéole, c'est 2 doses. Il n'y a pas de rappel, c'est une deuxième vaccination, c'est un rattrapage pour les enfants non immunisés. Pour le vaccin polio oral, il y a 6 doses. Pour le vaccin polio injectable, une seule dose à 3 mois. Et pour le BCG, une seule dose. Quel intervalle laisser entre vaccins différents? En fait, cela change en fonction du type de vaccin. Quand il s'agit de 2 vaccins vivants et viraux, ces 2 vaccins peuvent être faits le même jour ou avec un délai minimal de 1 mois. Quand il s'agit de 2 vaccins inactivés, à ce moment-là, il n'y a aucun délai nécessaire. Les vaccins peuvent être faits le même jour ou à 1 jour d'intervalle, 2 jours, 3 jours ou 1 mois. Aucun délai n'est nécessaire. Lorsqu'il s'agit d'un vaccin vivant et d'un vaccin inactivé, de la même façon, il n'y a aucun délai nécessaire et les vaccins peuvent être faits soit le même jour, soit le lendemain, le surlendemain, 3 jours après, 1 semaine ou 10 jours après. Il n'y a aucune contrainte. Le vaccin polio oral est un vaccin vivant et viral, mais il n'est pas concerné par ces règles.
Et à ce moment-là, il n'y a pas de délai particulier pour ce vaccin vis-à-vis des autres vaccinations. Je rappellerai aussi que le BCG est un vaccin bactérien et qui n'est pas concerné par le délai des vaccins vivants viraux. Donc dans notre calendrier vaccinal, voici le tableau indiquant les vaccins vivants et les vaccins inactivés, il n'y a pratiquement pas lieu de faire des délais de 1 mois entre les vaccins, puisque nous n'avons que 2 vaccins viraux vivants, le polio oral et le ROR, et ces 2 vaccins, le vaccin polio oral, n'est pas concerné par les délais. Donc en aucun cas, on a un problème pour associer des vaccinations. Maintenant, pour la vaccination des vaccins identiques, c'est-à-dire les différentes doses d'un même vaccin. En général, en Algérie, nous utilisons une primo-vaccination à 2 doses. Donc, on disait le schéma 2+1. Donc, par exemple, pour le vaccin DT-Coq HIB ou encore pour le PCV13, les 2 injections de primo-vaccination sont faites à 2 mois d'intervalle, avec un minimum incompressible de 6 semaines. Et si jamais, par erreur ou pour une raison quelconque, l'enfant a reçu la 2e dose de primo-vaccination avant 6 semaines par rapport à la première dose, à ce moment-là, il est nécessaire de passer à un schéma 3+1 et de rajouter une 3e dose de vaccin pour avoir une bonne immunogénicité. Le rappel est fait 6 mois après la dernière dose de primo-vaccination avec un minimum incompressible de 4 mois. Donc l'idéal étant de faire au moins 6 mois. Pour le vaccin de l'hépatite virale B, la primo-vaccination se fait par 2 injections lorsqu'il s'agit du rattrapage à 1 à 2 mois d'intervalle. Donc ici on peut tolérer 1 mois. Et là le rappel va être fait 6 mois plus tard. Ça, c'est concernant les vaccins qui nécessitent un rattrapage. Pour les vaccins qui nécessitent une primo-vaccination et un rappel. Pour les vaccins qui nécessitent un rattrapage, tels que par exemple le vaccin contre les oreillons, la rougeole et la rubéole, il est nécessaire de laisser un délai minimal de 1 mois entre la première dose et la 2e dose de rattrapage. La dose de rattrapage, c'est quoi? C'est les enfants qui, lors de la première injection, n'ont pas eu de virage immunologique, donc n'ont pas acquis l'immunité. Il existe un certain pourcentage qui ne le font pas dès la première vaccination, et c'est pour cela que nous faisons une vaccination de rattrapage pour cela, pour avoir un taux d'efficacité vaccinale qui avoisinera les 99-100%. Quand on doit faire des injections vaccinales multiples, sur le plan pratique, il faut laisser une distance de 2,5 cm entre les 2 injections, que ce soit lorsqu'on le fait par voie intramusculaire ou par voie sous-cutanée. Il est important de préciser le type de vaccin pour chaque site de vaccination sur le carnet de santé. Comme ça, en cas d'effets secondaires, notamment locaux, on sait quel vaccin a provoqué quel effet. Nous arrivons maintenant aux modalités du rattrapage vaccinal et nous allons les aborder pratiquement vaccin par vaccin. Pour le vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche, HIB, ainsi que le VPO, le calendrier national de vaccination prévoit un schéma à 2+1, donc une primo-vaccination à 2 à 4 mois et un rappel à 12 mois. Lorsqu'on doit faire un rattrapage, si l'enfant a moins de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à 5 mois, les 2 doses de primo-vaccination sont faites à 2 mois d'intervalle. Et la vaccination de rappel sera faite à 12 mois et on a déjà rattrapé le retard et à partir de 12 mois, il poursuit le calendrier vaccinal normalement. Lorsque l'enfant a 6 mois ou plus, à ce moment-là, il faut faire les 2 doses de vaccination, de primo-vaccination à 2 mois d'intervalle. Et le rattrapage est fait systématiquement 6 mois après pour avoir un meilleur recrutement des lymphocytes T mémoire. Dans le cas
du rattrapage vaccinal, lorsque l'enfant a entre 1 et 5 ans, une seule dose de vaccin Haemophilus influenzae B suffit, mais il n'est pas grave d'en rajouter d'autres, surtout quand les vaccins sont combinés et qu'on ne peut pas faire autrement. Après l'âge de 5 ans, le vaccin à Haemophilus influenzae B n'est plus nécessaire parce que l'enfant aura une immunité qui sera entretenue par le contact avec la vaccination et avec le germe lui-même dans la vie de tous les jours, et il n'est pas nécessaire de faire des rappels. Quant à l'anticoqueluche cellulaire, il est contre-indiqué à partir de 7 ans et on ne devrait plus le faire en attendant qu'on ait en Algérie de l'anticoqueluche acellulaire. Je l'avais dit tout à l'heure, quand l'intervalle minimal de la primo-vaccination est inférieur à 6 semaines, il est important de compléter le schéma en passant à un schéma 3+1, c'est-à-dire 3 injections de primo-vaccination et un rappel 6 mois après. Concernant l'hépatite virale B, le calendrier national prévoit 4 injections, un schéma de 3+1, à la naissance, 2 mois, 4 mois et un rappel à 12 mois. Lorsque nous sommes dans le retard vaccinal, la dose néonatale, qui est surtout pour la transmission verticale de la vaccination, n'est plus utile et on va rattraper avec un schéma 2+1. Donc comme tout à l'heure, pour les moins de 6 mois, on fera 2 injections de primo-vaccination en intervalle de 2 mois, avec un rappel à 12 mois pour les moins de 6 mois. Et pour les enfants de plus de 6 mois, on fera 2 doses à 2 mois d'intervalle, avec un rappel 6 mois plus tard. L'intervalle minimal pour le rappel étant de 4 mois, nous l'avons dit tout à l'heure. Pour le pneumocoque, le schéma national de vaccination, le calendrier national de vaccination prévoit toujours un schéma à 2+1, à 2 mois, 4 mois et 12 mois. Et pour le rattrapage, on va procéder comme tout à l'heure pour les moins de 6 mois, 2 doses à 2 mois d'intervalle avec un rappel à 12 mois. Et le calendrier est rattrapé. Pour ce qui est des enfants de 6 à 11 mois, il s'agira de faire 2 doses à 2 mois d'intervalle et le rappel 6 mois après. Entre 12 et 23 mois, il n'est plus nécessaire de faire un rappel. Donc on fait juste 2 doses à 2 mois d'intervalle et l'immunité est suffisante. Au-delà de 24 mois, pour la vaccination antipneumococcique, nous ne sommes plus obligés de la rattraper quand l'enfant a dépassé 2 ans parce qu'il aura acquis une immunité naturelle, sauf pour les enfants à risque où la vaccination reste indiquée. Toujours, on rappelle que pour les primo-vaccinations faites avec un intervalle de moins de 6 semaines, il est nécessaire de rajouter une 3e dose de primo-vaccination et de faire le rappel 6 mois après. Le ROR, on en a parlé tout à l'heure, le calendrier vaccinal prévoit 2 doses à 11 et 18 mois. Lorsque l'enfant a entre 11 et 17 mois et qu'il n'a pas reçu aucune dose, il s'agira de mettre une dose au moment du contact avec l'enfant et de rajouter une 2e dose à l'âge de 18 mois, le plus normalement du monde, en ayant juste vérifié que nous avons le minimum de 1 mois entre les 2 vaccinations. Si l'enfant a déjà reçu sa première dose de 11 mois, une dose est faite à 18 mois. Toujours vérifier que c'est le minimum de 1 mois entre les doses. Entre 18 mois et 5 ans. Et s'il n'a reçu aucune dose, c'est-à-dire que vraiment il n'est pas protégé du tout, il faut mettre 2 doses à 1 mois d'intervalle dès le premier contact, la première dose, 1 mois après la 2e dose. Si la dose initiale a été faite, faire une dose immédiatement et l'enfant est immunisé. Entre 6 et 14 ans, si l'enfant n'a jamais reçu de vaccin ROR, on peut mettre 2 doses de RR, telles qu'on vaccine actuellement par exemple en santé scolaire, ou un vaccin ROR, les deux étant valables.
toujours en respectant un délai de 1 mois d'intervalle. S'il a reçu une dose, à ce moment-là, on peut mettre une dose de rattrapage RR ou ROR selon disponibilité. L'État algérien prévoit un RR à l'âge scolaire, mais s'il n'est pas disponible ou si on a la possibilité de faire un ROR, cela ne pose pas de problème. Ceci est valable quelle que soit la dose antérieure, que ce soit un vaccin anti-rougeoleux seul, ou un ROR, ou un RR. L'intervalle minimal, je le dis et je le répète, entre 2 doses de vaccin ROR, c'est 1 mois. Et il n'y a pas d'inconvénient si une dose supplémentaire a été faite, c'est-à-dire si on est arrivé à 3 doses ou même plus. Pour le BCG, nous avons l'habitude de faire une dose à la naissance et lorsque nous constatons que le BCG n'a pas été fait, il s'agira de faire une dose et cela jusqu'à l'âge de 14 ans, c'est-à-dire à la veille du 15e anniversaire. L'enfant sera revacciné en cas d'absence de cicatrice vaccinale, même si on sait que l'absence de cicatrice vaccinale n'est pas synonyme d'absence d'immunité. C'est juste un témoin de la vaccination. On revaccine une fois et même s'il n'a pas de cicatrice, on ne le refait pas. Donc la deuxième dose en cas d'absence de cicatrice vaccinale est faite dès la constatation, habituellement quand l'enfant n'est pas vacciné, c'est-à-dire vers 6 mois, et ce sera maintenu jusqu'à l'âge de 14 ans. 14 ans révolus, donc à la veille du 15e anniversaire. Pour le vaccin polio injectable, le calendrier national prévoit une dose à l'âge de 3 mois, et cela depuis le retrait du vaccin polio oral trivalent. Nous utilisons actuellement le vaccin polio oral bivalent, comprenant la valence 1 et 3 du virus polio. Et donc, dès constatation du retard, l'enfant aura une administration d'une vaccination VPI. Elle peut se faire en même temps que le VPO bivalent. Elle peut se faire avec n'importe quel délai, avec toutes les vaccinations du calendrier vaccinal, soit le même jour ou avec un délai quelconque. Pour illustrer de façon pratique la façon de procéder au rattrapage vaccinal, nous allons faire un cas clinique ensemble. Nous parlerons de Adam qui a 12 mois, actuellement en bonne santé et qui a reçu à la naissance son vaccin BCG, hépatite et VPO. Le DT-Coq, HIB, HPV et VPO, il a reçu en retard à 3 mois et le vaccin antipneumococcique encore plus en retard à 4 mois. Quel programme de vaccination allons-nous proposer à Adam? Alors, comment on va procéder? Alors, on a vu l'âge, il a 12 mois. On va voir qu'est-ce qui lui manque comme vaccin. Voilà, il a reçu donc sur la gauche de la diapo, on a mentionné les doses qu'il a reçues. Et on va mettre à droite les vaccins qui lui manquent. Donc, un VPI, un DT-Coq HIB avec VPO, HBV et PC13, 2 doses, donc la dose de 4 mois et la dose de 12 mois puisqu'il a maintenant 12 mois, et le ROR de 11 mois. Qu'est-ce qui est le plus urgent? Quelle est la priorité chez notre enfant? Alors, évidemment la rougeole, parce qu'on avait dit à tout âge, mais surtout maintenant qu'il grandit et que ça peut être dangereux pour lui. Pour le pneumocoque, il a moins de 2 ans, un peu moins pour l'hémophilus, et aussi pour la coqueluche. Comment le rattraper? Il a trop de vaccins. L'idéal serait que dès le premier contact, de mettre 3 injections, bien sûr en ayant expliqué aux parents et obtenu leur accord. On ne peut pas forcer les parents à faire plus de 2 injections par séance. On commencera alors par le vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche, HIB et VPO oral, le ROR et le vaccin antipneumococcique à 13 valences. L'enfant sera reconvoqué une semaine après pour mettre le vaccin hépatite virale B et le vaccin polio injectable. À partir de ce moment-là, il n'aura pas de vaccin jusqu'à 18 mois. 18 mois, c'est l'âge du ROR, on commence par lui. Donc on le fait à l'âge prévu, on n'a pas besoin de le retarder, même s'il a reçu son ROR à 12 mois. On fera aussi le DT-Coq HIB avec le vaccin polio oral 6 mois après
la deuxième dose de primo-vaccination. Donc le délai est respecté pour le rappel. On fera le PCV 13 aussi, 6 mois après la deuxième dose de primo-vaccination. Et puisqu'il a déjà 3 injections, nous le convoquons une semaine après pour l'hépatite virale B. Et cet enfant aura rattrapé son vaccin, son calendrier vaccinal. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le retard vaccinal peut être préjudiciable à l'enfant et à la communauté. Il est important de sensibiliser les parents quant à la nécessité de poursuivre la vaccination, et surtout pendant la pandémie, et d'éviter les reports injustifiés de vaccins. Repérer les retards vaccinaux est important et organiser le rattrapage le plus rapidement du monde. Est-ce que c'est suffisant? Eh bien, souvent, avec la pandémie, avec l'organisation dans les centres de santé, il n'est pas facile de procéder au rattrapage et c'est ce qu'on voit sur le terrain. Et il serait intéressant de pouvoir multiplier le nombre d'injections de façon autorisée par le ministère dans la même séance de vaccination, quitte à arriver à 3 séances, puisqu'il y a des pays qui peuvent arriver à 4 ou 5 injections par an. Et dans le contexte actuel, et vu la pandémie, ce sera utile, et encore, ce ne sera peut-être pas suffisant. Et c'est pour ça qu'il serait urgent de mettre en place les dernières modifications du calendrier vaccinal qui ont été publiées sur le journal officiel en 2018, qui vont permettre la diminution du nombre d'injections pour les enfants, qui va permettre aussi la diminution du nombre de passages dans les centres de vaccination pour les parents et diminuer la charge de travail pour les vaccinateurs. Il serait aussi souhaitable de disposer au plus vite d'un guide des vaccinations pour uniformiser toutes les actions de rattrapage vaccinal et tout ce qui concerne la vaccination chez l'enfant en général. Voilà le calendrier vaccinal qui a été publié dans l'arrêté de juillet 2018. Il se caractérise essentiellement par l'introduction d'un vaccin à 6 valences, le diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, qui va diminuer les effets secondaires de l'anticoquelucheux, hémophilus influenzae B, hépatite virale B et VPI dans le même vaccin, donc un vaccin hexavalent, à 2 mois et 4 mois. Le VPI de 3 mois est supprimé et à 6 ans, on introduit un vaccin tétravalent concernant la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et le vaccin polio injectable. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Je vous dirai juste que si on a peur pour nos enfants, il faut plutôt les protéger parce qu'ils sont vulnérables. Merci pour votre attention et j'en profite pour vous dire que professeur Boukari, professeur Smati et moi-même sont disponibles pour vos questions.